Vous êtes bien sûr Héroïne du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est déjà le 7e épisode, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur les épisodes précédents, à liker et à suivre ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter l'histoire de Samia Youssouf Omar. Samia naît le 25 mars 1991 à Mogadiscio, en Somalie. Elle grandit au cœur d'un pays ravagé par la guerre civile. La Somalie est durant les années 90 sans gouvernement central fonctionnel et est divisée en différentes zones contrôlées par différentes armées. Elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants et très tôt, elle prend goût à courir. À 8 ans, elle participe déjà à la course annuelle du village. C'est le moment qu'elle attend le plus avec impatience. Elle s'entraîne déjà régulièrement. Elle finit 8e sur 300 participants. À ce moment-là, elle rêve un jour d'être une championne. Son idole, c'est Mohamed Farah. Très souvent surnommé Mo Farah, lui aussi est né en Somalie à Mogadiscio et a fui la guerre du pays pour vivre au Royaume-Uni. Le jour des 10 ans de Samia, c'est aussi le jour de la course de quartier. Cette course de village devient de plus en plus difficile à organiser à cause de la guerre, de plus en plus violente. Pour préparer cette course, elle s'est beaucoup mieux entraînée et souhaite à tout prix gagner. Elle utilise des chaussures de tennis pour courir. Ce n'est pas adéquat, mais c'est tout ce qu'elle a pour courir. Au départ de cette course, elle a un autre rêve au coin de sa tête. Nous sommes en 2001 et elle rêve de participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ce jour-là, elle gagne la course. Au fil du temps, elle continue de s'entraîner, de participer à d'autres courses dans la région et parfois elle gagne. Elle se rend assez rapidement compte que sa spécialité est le 200 mètres. En parallèle, la vie devient de plus en plus difficile en Somalie, surtout pour les femmes. Soudain, il est interdit d'écouter de la musique, dans la rue comme dans les maisons, d'écouter la radio, d'aller au cinéma pour ceux qui en avaient les moyens. Les hommes n'ont plus le droit de porter des shorts ou des bermudas, seulement des pantalons. Et les femmes n'ont plus le droit de sortir sans burqa. Samia réussit tout de même à continuer de courir avec sa burqa. Elle souffre de la chaleur, mais elle persiste. Un jour, elle s'inscrit à une course d'une renommée nationale à Hargeisa, au nord de la Somalie. Elle est inscrite sur 100 et 200 mètres. Elle réussit à réunir l'argent nécessaire pour pouvoir se payer l'aller-retour en car. Elle n'y va pas pour faire la touriste, elle veut gagner. C'est sa première véritable course et elle porte le dossard 78. Elle réussit à se qualifier pour les 2 finales. Quelques minutes plus tard, elle remporte la finale du 200 mètres. Elle n'y croit pas, mais pas le temps de réfléchir, 10 minutes après, c'est la finale du 100 mètres. Elle donne tout ce qu'elle a et finit de nouveau sur la première marche du podium. Elle devient la femme la plus rapide de Somalie chez les amateurs et décroche le droit de courir une course de renommée internationale à Djibouti 3 mois plus tard. 1 mois plus tard, elle apprend que son père a été tué sur le marché de Baccarat. C'est l'effondrement. Elle court tous les jours jusqu'à l'épuisement pour oublier sa peine et pour rendre son père fier, jusqu'au jour où elle réussit enfin à sortir la tête de l'eau. À cette même période, alors qu'elle rentre de l'école, elle fait la connaissance de Ghassan Abdoulali, un membre du comité olympique. Il l'invite, en compagnie de sa sœur, au siège du comité olympique pour discuter autour de son envie de devenir une athlète, après l'avoir repérée grâce à ses victoires à Hargeisa. Il lui propose de rejoindre le comité, et évidemment, elle n'hésite pas une seule seconde. 6 semaines plus tard, la voilà de nouveau à bord d'un car, cette fois-ci tout frais payé en direction de Djibouti. Sur ce 200 mètres, avec un plateau beaucoup plus relevé qu'à Hargeisa, elle donne tout pour prouver qu'elle a sa place. Elle termine 6e sur 8. Ce n'était pas un bon résultat, mais elle est en extase. Elle a tout donné. Après cette course, le comité olympique lui offre une paire de chaussures de course avec des crampons.
Pour elle, c'est révolutionnaire. En rentrant chez elle, elle ne peut s'empêcher de raconter tous les détails de son aventure à sa sœur Houdan. Cependant, sa sœur lui cache un lourd secret, une décision qu'elle a mûrement réfléchie. Elle veut quitter la Somalie et partir se construire une nouvelle vie en Europe. Samia a beaucoup de mal à encaisser la nouvelle, mais elle comprend la décision de sa sœur. Le voyage vers l'Europe, elle en a tant entendu parler, parfois avec de belles histoires, des familles qui avaient réussi à atteindre l'Allemagne, l'Italie, mais également des histoires où des personnes disparaissent durant le tronçon le plus difficile, la mer Méditerranée. Pour ceux qui ont réussi ce voyage, ils le décrivent tous comme impossible à décrire. Le voyage reste ainsi enveloppé dans un mystère absolu. 2 mois après le départ de Houdan, Samia apprend qu'elle a réussi. Elle est à Malte, elle a réussi son voyage. Et puis, quelque temps après, c'est au tour de Samia de réussir son souhait. Elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Elle n'en revient pas. Elle sait qu'elle ne gagnera pas, mais peu importe, cela donne une première expérience en vue des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Ainsi, le 6 août 2008, elle s'envole pour la Chine. C'est la première fois qu'elle prend l'avion, qu'elle part en Orient, un endroit dont elle a à peine entendu parler, et évidemment, c'est la première fois qu'elle participe à un événement d'une telle envergure. Une fois arrivée sur place, elle découvre un monde complètement différent du sien. Tout paraît énorme, des gratte-ciel partout, du monde partout autour d'elle, des écrans et de la lumière à chaque coin de rue. Elle découvre sa chambre d'hôtel, un confort qu'elle n'a jamais connu auparavant. Pour certains, cela peut paraître banal, totalement normal, mais pour elle, c'est un luxe. Un vrai lit, une télévision, une baignoire, une armoire. 2 jours après, elle participe à la cérémonie d'ouverture, entourée de tous les autres athlètes. C'est la folie. Elle vit dans un rêve éveillé. Elle profite de chaque minute, de chaque seconde. Quelques jours plus tard, elle apprend la naissance de sa nièce, la fille de sa sœur Houdan. Elle devient tata et cela renforce son envie de se battre pour ses jeux, mais aussi pour réussir à vivre de l'athlétisme. Le jour de sa course arrive. Nous sommes le 19 août. Il fait une chaleur torride, mais cela ne l'inquiète pas. Elle est habituée aux températures élevées. Elle court dans sa série avec une de ses idoles de toujours, la Jamaïcaine Veronica Campbell-Brown, une des athlètes les plus rapides du monde. Pendant 2 heures, elle savoure au bord de la piste le spectacle des autres athlètes en lice. Puis vient son tour pour les séries du 200 mètres. En marchant vers le tunnel qui mène à l'intérieur du stade, elle reconnaît du coin de l'œil un athlète anglais d'origine africaine en survêtement bleu-blanc-rouge dont le visage lui est familier. En effet, à 50 mètres d'elle se tient Mo Farah, celui qu'elle admire pour son parcours. Dans le couloir, elle se sent différente vis-à-vis de ses concurrentes. Ses jambes sont comme des brindilles, très peu musclées. Elle est la plus petite, la plus menue et la plus jeune. De plus, les autres filles portent de magnifiques tenues aux couleurs de leur pays, alors que Samia ne porte que ses vêtements porte-bonheur. Un simple t-shirt blanc, un corsaire noir et un bandeau. Enfin, elle entre sur la piste. Elle occupe le 2e couloir, le plus à l'intérieur. Elle essaie de faire le vide dans sa tête, de se mettre dans sa bulle. Le départ est donné. Dès les premiers instants, elle comprend que la course est perdue. À chaque foulée, la distance augmente entre le groupe et elle. Elle court la seconde moitié de la course toute seule, mais au cours de ces 50 derniers mètres, une partie du public s'est levée et s'est mise à l'applaudir. Les gens l'encouragent et crient son nom. Elle franchit la ligne d'arrivée près de 10 secondes après la première. Elle se sent fière pour son pays. Elle se classe à la dernière place et pourtant, à sa grande stupeur, 10 minutes plus tard, elle est submergée par les journalistes du monde entier. La gamine de 17 ans, maigre comme un clou, originaire d'un pays en guerre, sans piste ni entraîneur, qui se bat de toutes ses forces et se classe bonne dernière. Une histoire parfaite pour les Occidentaux. Une fois de retour au calme, dans les vestiaires, elle se fait une promesse. Arriver aux Jeux de Londres en 2012, aussi bien préparée que Veronica Campbell-Brown. À son retour en Somalie, la vie s'est compliquée. Elle reçoit beaucoup de lettres de femmes musulmanes qui l'ont élue au rang d'héroïne. Il lui est de plus en plus difficile de se promener dans la rue.
Le revers de la médaille, c'est qu'elle est de plus en plus détestée par l'armée djihadiste. Elle est obligée de porter la burqa, de se couvrir le visage. Elle réussit tout de même à continuer de s'entraîner. Pendant des mois, elle aura beau multiplier les efforts pour progresser, elle n'y arrive pas. Il lui manque un vrai soutien, un nutritionniste, des appareils de musculation, une vraie piste. Il faut que ça change. Elle commence de plus en plus sérieusement à songer à rejoindre l'Europe, comme sa sœur, comme Mo Farah, pour espérer une vie meilleure. Elle quitte dans un premier temps la Somalie pour l'Éthiopie. Là, elle tente de s'entraîner avec l'aide de d'autres athlètes africains, mais sa situation reste fragile. Elle a peu d'argent, n'a pas de visa stable et pas d'encadrement sérieux. Ainsi, pendant 6 mois, elle va préparer son départ. Et c'est donc le 15 juillet 2011, à 20 ans, qu'elle entame ce voyage. À 1 an des Jeux de Londres, elle peut encore espérer s'y qualifier. Elle quitte l'Éthiopie et réussit à rejoindre le Soudan. C'est une étape commune pour les migrants venant de la Corne de l'Afrique. Le voyage se fait par la route, à travers des zones désertiques, souvent sous le contrôle de passeurs peu scrupuleux. Elle met 2 semaines à atteindre la capitale soudanaise. Il lui manque de l'argent pour rallier le pays, alors elle appelle sa sœur, Oudan, pour lui en demander. Une fois à Khartoum, elle y reste 6 semaines pour récupérer de cette partie du voyage. Elle trouve un endroit dans un bâtiment complètement délabré pour y vivre durant ces 6 semaines. Elle réussit à repartir direction la Libye, en traversant une partie du Sahara. C'est une étape extrêmement risquée, car les passeurs rassemblent souvent des dizaines de personnes dans des camions. Beaucoup meurent de chaleur, de soif ou d'épuisement. Elle met plusieurs jours à arriver à la frontière libyenne, complètement épuisée. À la frontière, elle est emprisonnée tant qu'elle ne paie pas pour la suite de son voyage. Elle a alors rappelé sa sœur pour qu'elle lui envoie de nouveau de l'argent pour poursuivre. Elle reste 1 mois ici, le temps de recevoir cet argent, puis elle peut enfin sortir et partir pour la suite du voyage. Après encore de multiples péripéties, elle arrive enfin à Tripoli le 15 décembre 2011, 5 mois exactement après son départ de l'Éthiopie et 1 an après celui de la Somalie. Elle se sent libre, mais la partie la plus difficile de ce voyage est encore à venir. 1 mois après, elle embarque enfin sur un bateau, le matin à 4 heures. Le bateau est une petite barque en bois. Ils sont 70 sur un canot de moins de 10 mètres. Mais son voyage n'a duré que 3 heures. À peine ils sont montés à bord qu'ils ont dû rebrousser chemin car le canot se remplissait d'eau. C'est donc un retour à Tripoli. Puis, 2 mois et demi s'écoulent, nous sommes le 31 mars 2012, 4 mois la séparent encore de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres, et Samia peut encore réussir. Cette fois-ci, elle embarque sur un vrai bateau. Au bout de 2 jours de voyage sur ce bateau, tout le monde est épuisé. Mais ils croisent au loin un bateau italien. Tout le monde agite leurs bras, saute, s'agite pour que le bateau italien les remarque. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Alors, certains sautent à l'eau pour tenter de nager et rejoindre ce bateau italien. Mais la mer est agitée. Samia hésite. Mais c'est sûrement sa seule chance de pouvoir rallier l'Italie, car des bruits courent que son bateau va retourner à Tripoli. Alors, elle finit par sauter. Samia finit par se noyer dans la Méditerranée le 2 avril 2012 à l'âge de 21 ans. Sa mort a été révélée par un autre sportif somalien, Abdi Bil, un ancien champion du monde du 1500 mètres, qui connaissait sa famille. Aujourd'hui, elle est une icône, une héroïne tragique, à la fois du sport, de la lutte des migrants et de la résistance féminine. Elle nous rappelle que derrière chaque migrant, il y a une histoire, un nom, un visage, un rêve interrompu. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à laisser une note au podcast et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous et à dans un mois pour une prochaine histoire. Bye bye.